Bonsoir à tous et merci de suivre Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Grande bataille judiciaire entre magistrats et l'État burkinabé dans le différend qui les oppose sur les coupures des salaires. Des magistrats avaient traduit l'administration en justice après avoir observé des coupures en mars jugées illégales et d'autres positionnés pour ce mois d'avril pour fait de grève. S'ils ont gagné la plupart des procès comme Ouagadougou, Koudougou, Djibo, Gawad ou Djebougou, celui de Bobo Dioulasso a été remporté par l'administration. Et ce soir donc, nous réunissons les deux parties pour poser le débat. Les coupures sont-elles véritablement illégales? Les audiences donc qui ont été programmées sont-elles impartiales? Ce sont ces deux questions auxquelles nous allons répondre avec les représentants de l'État. D'abord, nous avons M. Lamoussa Yaou, il est agent judiciaire de l'État. Et avec nous, nous avons Moriba Traoré qui représente la coalition des syndicats des magistrats sur ce plateau. Avec nous aussi, nous avons Maître Guy Hervé Kam, qui est avocat de l'État burkinabé dans le dossier. Et avec nous, M. Désiré Kombari, qui est juge administratif et qui est là pour parler donc de ce sujet. Vous pouvez nous appeler en deuxième, après l'heure de l'émission, c'est-à-dire une heure après l'émission. Vous pouvez participer au débat en nous appelant au 25 40 79 03 ou en postant tout simplement vos messages sur les réseaux sociaux. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous. C'est vous qui avez, de façon simpliste, traduit l'État en justice pour les coupures que vous avez constatées sur vos salaires. Et vous dites que c'est illégal. Pourquoi? Oui, merci M. Congo. Je voudrais, avant de dire un mot relativement à votre question, et espérer la tolérance des téléspectateurs, parce qu'en raison d'un malaise à l'œil, j'ai été amené ce soir à venir avec des verres un peu noirs, ce qui est inhabituel. Donc le respect qu'on leur doit commande que je précise pourquoi je suis en verre un peu noir ce soir. Absolument. Ceci étant, je voudrais dire que l'action que nous avons engagée n'est pas placée sur le terrain de la légalité ou non des coupures. C'est une action d'un type particulier, sur laquelle on peut probablement revenir si c'est nécessaire. Oui, mais puisque la question est posée sous l'angle de la légalité ou pas des coupures, je voudrais pour l'instant me contenter de ça et donner le regard qui est celui des syndicats des magistrats et des biens des magistrats, puisqu'il y a beaucoup qui ont fait recours et ont été appuyés d'une manière ou d'une autre par les syndicats dans leur démarche, puisque le rôle des syndicats est de défendre les droits de leurs militants aussi, et pourquoi pas au-delà. La question justement, ce que je voudrais relever, c'est que au niveau des syndicats des magistrats et plus globalement au niveau des magistrats eux-mêmes, nous entendons à chaque action être logique avec nous-mêmes. Quand vous êtes amené à faire un mouvement de grève, la conséquence logique, c'est une retenue. Donc, pour ce qui concerne le principe de la retenue, moi, je ne me vois pas en train de m'y opposer sans heurter le sens de la logique. Il vous souvient du reste que lorsqu'on a fait la grève en 2016, on a subi les coupures et il ne s'est pas trouvé au niveau des magistrats quelqu'un qui a protesté. Donc, si on se retrouve avec un mouvement en 2020 et qu'il y a des coupures qui sont opérées, suivi d'une contestation de cette nature, chacun doit pouvoir comprendre qu'il y a problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand vous faites un mouvement de grève, au niveau des syndicats des magistrats, il n'y a pas de texte spécifique qui réglemente la question de la retenue. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de texte spécifique que nous allons nous opposer au principe de la retenue. Mais si on se réfère à l'arrêté 195-2013 portant modalité de retenue pour faire des grèves, on se rend compte qu'il y a une certaine philosophie qui se dégage à travers l'arrêté. Et la philosophie, c'est quoi?
c'est qu'il est interdit à un ministre de s'asseoir dans son bureau pour arrêter la liste de ceux dont les salaires doivent subir les retenues. Il y a toute une procédure et la procédure varie suivant que la grève est menée au niveau régional ou qu'elle est menée au niveau central. Quand elle est menée au niveau régional, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que après la fin de la grève, dans le délai de 7 jours, les directeurs régionaux ont l'obligation de transmettre au gouverneur la liste de ceux qui ont observé la grève. Quand c'est au niveau central, les directeurs centraux et les directeurs généraux établissent la liste de ceux qui ont observé la grève pour transmettre directement au secrétaire général. Si c'est au niveau régional, quand le gouverneur reçoit, il transmet après au secrétaire général du ministère du rattachement. Maintenant, au niveau des magistrats, comme je l'ai dit, le droit de grève est reconnu, mais il n'y a pas un décret qui est intervenu ou un arrêté pour réglementer ce genre de situation. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour ça que nous on s'oppose au principe. Mais si vous êtes amené à appliquer la retenue, il faut l'observation d'un minimum de forme et de conditions de forme et de conditions de fond pour nous soustraire des abus. Ce qui a été décrit à travers l'arrêté dont je viens de parler, c'est pour éviter les abus et les erreurs. Et si on a prévu ça au niveau de l'administration générale, au niveau des magistrats dont le besoin d'indépendance est plus élevé, ce n'est pas à un ministre qu'on va renvoyer le soin de s'asseoir dans son bureau ou avec un staff réduit pour établir la liste. Donc pour nous, normalement, c'est à partir des listes établies par les chefs de juridiction que le ministre devrait pouvoir se déterminer. Le ministère devrait pouvoir se déterminer. Mais quand vous lisez la correspondance du ministre enjoignant ou instruisant le secrétaire général de faire procéder par des retenues, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de procéder aux retenues conformément à la liste qui est jointe et paraphée par ses soins. L'impression qu'on a, puisque nous on a demandé les documents sans les avoir, c'est dans le cadre de la procédure que nous avons engagée, que nous avons pu avoir en partie, une partie des documents relatifs aux retenues. On a communiqué la lettre du ministre sans nous communiquer la liste. Donc, maintenant, il a établi, les retenues ont été faites, et ce que nous on redoutait finalement, c'est ça qui est arrivé. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui étaient en mission pendant la période pour la retenue qui a été faite en mars. On se retrouve avec des gens qui étaient en mission du 21 février au 1er mars et qui ont subi les coupures. Finalement, c'est quoi? Quand on dit qu'on aime l'état des droits, on évite de substituer ces émotions aux droits en pareille circonstance. D'accord. On va donner la parole. On commence par vous, M. Yao. Les magistrats estiment que la procédure n'a pas suivi les règles. Qu'est-ce que vous répondez? Merci, M. Simon. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt M. Traoré par rapport à la question de la procédure. C'est vrai que effectivement la question de la légalité que vous avez posée tantôt, il a vite fait de relever que effectivement la question qui est pendante actuellement devant les juridictions, c'est pas le problème de la légalité, mais voilà, il a donné les raisons pour lesquelles voilà ils ont saisi en tout cas les différentes juridictions du tribunal administratif. Et effectivement, il semble dire que c'est la procédure de la collecte, par exemple, de la liste, par exemple, des grévistes là, qui pose problème. Absolument. Voilà, qui pose problème. Et bon, mais c'est que, par exemple, au niveau de l'administration, c'est la procédure qu'il a décrite, par exemple. Il y a une liste qui doit être établie. Et sur la base de la liste là. Et qui doit établir la liste? Est-ce le ministre? Non, puisque l'arrêté décrit la procédure. Et c'est ce qui a été décrit. Voilà, c'est ce qu'il a été décrit. Voilà, mais en l'espèce, bon, il semble dire que ça n'a pas été le cas. Il semble dire que ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est certain, il y a une liste qui a été établie. Et sur la base de laquelle liste, par exemple, il y a une note, par exemple, du ministre, par exemple, qui a été adressée au SG, au secrétaire général, par exemple, du ministère de la Justice, pour instruire
le directeur des ressources humaines pour procéder aux différentes coupures. Et conformément, par exemple, à l'arrêté, effectivement, par exemple... M. Traoré dit que la liste a été établie par le ministre lui-même. Bon, ça, personnellement, n'étant pas au ministère, au niveau du ministère de la Justice, je ne peux pas vraiment affirmer ou dire que ce qu'ils disent là. Mais dans tous les cas, il y a une liste qui a été établie. Maître Guillaume, quand vous représentez l'État dans ce dossier, c'est certainement avec vous que M. Traoré a découvert la liste, puisqu'il dit que c'est dans le cadre de la procédure qu'ils ont pu avoir la liste. Effectivement, est-ce que cette liste a été établie dans les règles, ou bien, comme il sous-entend, c'est une liste qui a été établie dans un bureau entre le ministre et ses collaborateurs? Je dois dire que c'est sur votre plateau aussi que j'apprends justement que, avec bonheur d'ailleurs, que la liste a été établie par le ministre de la Justice avec ses collaborateurs. Avant toute chose, je voudrais effectivement, le débat judiciaire actuellement ne porte pas sur la légalité. Mais il y a des choses qui ont été dites qui sont intéressantes parce que ce débat se serait posé peut-être par rapport à d'autres catégories d'agents publics qu'il n'aurait pas eu tout l'intérêt qu'il a. Absolument. Alors, il a l'intérêt parce qu'il s'agit de magistrats. Il a l'intérêt parce que monsieur le secrétaire général, en tout cas représentant les syndicats, dit ici qu'en réalité, il n'y a aucun texte qui réglemente le droit de grève pour les magistrats, mais on note quand même que les magistrats vont en grève. Et mieux, que les magistrats vont en grève sans adresser à l'administration un préavis. Parce que, à ce que je sais dans le dossier, c'est que des déclarations qu'eux-mêmes ont produites, on se rend compte qu'en réalité, la grève à laquelle les magistrats ont adhéré a été lancée par les autres agents publics, donc des groupes de syndicats, sur le fondement de dispositions que les magistrats eux-mêmes disent étant inapplicables à eux. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'on dit que, justement, par analogie, les listes auraient dû être élaborées par les chefs de cour. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que les chefs de cour ont, les chefs de juridiction, les chefs de juridiction, est-ce que les chefs de juridiction ont dressé cette liste? Pourquoi je dis ça? Parce que les chefs de juridiction ont quand même une responsabilité administrative. Et ils sont informés que depuis le 20 février, les syndicats des magistrats ont appelé leurs collègues à, entre griffes, disons-le, boycotter une partie de leur activité en disant il faut renvoyer systématiquement tous les dossiers pour bonne administration de la justice. Ce qui est très grave parce que la bonne administration de la justice, quand un dossier est en état, c'est de le juger. La bonne administration de la justice, quand quelqu'un est détenu et qu'il y a une question de liberté, c'est de juger la personne. Renvoyer un dossier ne peut pas être la bonne administration de la justice. En général, ce motif est utilisé lorsque justement il y a un problème de suspicion, d'impartialité ou d'impossibilité de composition de la juridiction. Donc, le corps judiciaire, le gardien de la loi au Burkina, décide de renvoyer les dossiers sur des motifs totalement illégaux. Et les chefs de juridiction qui considèrent, j'imagine que si monsieur le secrétaire général, qui est un excellent magistrat, dit ça, c'est que ça doit être admis que ce sont les chefs de juridiction qui devraient arrêter la liste. Ont-ils arrêté la liste? Si la réponse est non, là aussi il y a un problème. Il va répondre à la question. Merci. Oui. Et je voulais rectifier juste quelque chose avant de répondre à sa préoccupation. Oui. En fait, on n'a même pas eu jusque-là la liste. Okay. Nous avons demandé, notre démarche a été, quand on a eu vent du positionnement des coupures depuis mars, ainsi que de leur philosophie, qui n'était pas en conformité avec la loi, nous avons fait les démarches
pour avoir les informations nécessaires afin de pouvoir nous déterminer dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire On a d'abord écrit au directeur directeur de la SOL et au directeur des ressources humaines pour avoir des informations par rapport aux coupures positionnées et aux documents qui ont pu fonder ces coupures. Le directeur de la SOL nous a renvoyé à notre ministère des rattachements au motif que c'est toujours le ministère des rattachements qui initie les retenues. On ne s'en est pas plaint. Quant au directeur des ressources humaines, lui nous a renvoyé à sa hiérarchie. Imaginez pour une simple communication de documents de cette nature, je suis en train de penser que les usages n'admettent pas qu'on vous soumette à une telle procédure. Le directeur des ressources humaines doit pouvoir vous remettre ça, puisque ça vous concerne. Mais il nous a renvoyé à sa hiérarchie, motif pris de ce que la nature des documents demandés ne lui permet pas de procéder à une quelconque communication sans l'avis de sa hiérarchie. Quelle est la nature particulière des documents ici qu'on ne peut pas communiquer? Vous voulez couper moi mon salaire, faire des retenues sur mon salaire. Je demande qu'on me communique les documents de nature à fonder ces retenues et vous dites que ces documents ont une nature particulière. Ça me semble spécial et ce n'est qu'au Burkina qu'on peut voir ça. Mais nous, on ne s'est pas gêné, on a compris le jeu. Quand lui il a dit ça, on a écrit à notre ministre pour demander est-ce qu'on peut avoir les documents fondant les retenues dont on nous a parlé et qui ne seraient pas indexés sur le droit. Le ministre ne s'est pas donné la peine de nous répondre. Et le mois de mars est passé, ils ont procédé aux retenues et on s'est rendu compte que la même chose allait se répéter et d'une manière encore plus grave pour le mois d'avril. Donc c'est là qu'on a entamé la procédure pour les coupures positionnées pour le mois d'avril. Et c'est à l'occasion de cette procédure que l'AJT et le Conseil de l'État ont produit la lettre du ministre, une lettre du ministre adressée au secrétaire général, lui enjoignant de faire procéder à des retenues sur les salaires. Suivant la liste jointe, c'est ce qui ressort de la lettre du ministre, suivant la liste jointe et paraphée par ses soins. C'est ça le ministre dit. Donc c'est pour ça que je dis, c'est le ministre lui-même qui a établi la liste, qu'il a paraphée et qui a dit, voilà pour telle personne il faut il faut procéder à tel nombre de jours de retenue pour telle personne. Comment lui l'a vérifié sur le terrain? Et maintenant, quand ils ont produit, ils n'ont pas produit la liste. Et ça se comprend puisque finalement, ce que je vous dis, c'est quoi? Pour la première retenue qui a été faite et concernant la période qui va du 21 février au 1er mars, il y a 5 de nos collègues qui étaient en mission en Tanzanie, mais dont les salaires ont été amputés des retenues. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Alors, dans un État, si on n'est pas capable, on n'est plus capable de donner les documents, c'est pas ça. Oui, bon, monsieur Gongo, je veux répondre ici sur 2 points. Oui. Le premier point, moi je voudrais que ici peut-être le représentant des syndicats précise, parce que dans le dossier que nous on a eu, nous n'avons vu nulle part aucune demande d'aucun magistrat tendant à obtenir les informations. Nous avons vu des demandes signées de 3 secrétaires généraux de 3 syndicats de magistrats. Mais monsieur Gongo, vous savez bien, et les magistrats mieux que vous et moi, que le salaire, tout ce qui est relatif au salaire relève de la vie privée. Personne ne peut remettre des informations sur le salaire d'un agent à une autre personne sans mandat. Moi, la lettre des syndicats que j'ai vue dans le dossier qu'ils ont produit, ils n'ont produit de mandat d'aucun magistrat individuellement, leur donnant mandat pour demander ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il dit que peut-être c'est astucieusement que la lettre a été produite sans la liste. Mais la lettre est produite pour montrer au juge qu'il y a une décision administrative en cours d'exécution. La lettre n'est pas produite pour justifier qu'il y a eu des coupures contre telle ou telle personne, puisque eux-mêmes en avaient déjà fait la justification. Et nous disons que si nous voulons contester les coupures de telle ou telle personne, nous pouvons donner en fait la liste. Mais comme on a dit, là n'était pas le débat. Donc, peut-être que les gens se sont mépris sur la procédure. Il aurait fallu tout simplement que chaque magistrat individuellement demande. Et pourquoi la liste n'a pas été communiquée? Parce que c'est nous qui avons communiqué, et nous, pour justifier au juge, le seul juge d'ailleurs qui nous a écoutés,
pour justifier au juge qu'il y avait une décision administrative. C'est la lettre qui constitue la décision administrative. Et ça suffit à convaincre le juge. On n'avait nullement besoin de produire la liste. Alors, on va évoluer. Je voulais juste, parce qu'il y a des éléments qu'il a donnés, sur lesquels votre compréhension doit permettre de réagir. Il dit que les syndicats ont demandé et que les éléments qui concernent le salaire sont des éléments d'ordre privé. Donc c'est pour ça que le ministre n'a pas pu donner. Je suis au regret de faire observer. Je suis au regret de faire observer que là, le ministre, entre lui et puis le ministère, peut-être il y a eu une rétention d'informations. Il y a 2 séries de lettres. Les syndicats ont écrit pour demander les éléments. Des collègues ont individuellement écrit pour demander les éléments les concernant. Que ce soit les syndicats, que ce soit les collègues, il n'y a eu aucune réponse. Deuxième élément, il dit que c'est des éléments d'ordre privé, donc on ne peut pas communiquer. Alors je lui pose la question. Si c'est des éléments d'ordre privé, comment se fait-il que lui se soit retrouvé en train de produire des bulletins de collègues sans leur accord dans le cadre de la procédure? Ce qu'il est en train de dire, si c'est des éléments d'ordre privé, que lui il a pu avoir un bulletin d'un collègue sans son accord pour le produire dans le cadre d'une procédure, ça ne peut que me gêner. On va évoluer pour moi, c'est de rester cohérent. Monsieur Kombo, c'est très simple. Vous assignez l'État, l'État qui vous paye, et l'État ne peut pas produire en fait le bulletin. Je pense que ça, c'est quand même, on va trop loin. Je précise que ce n'est pas ni Maître Guy Hervé Kam ni Tartampion, c'est l'État burkinabé qui paye, qui a produit les bulletins. Entre M. Traoré et Maître Guy Hervé Kam, on va évoluer dans le débat. Alors, je reviens à vous. Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas opposé à la retenue? Non. Mais le débat que vous posez, est-ce que vous ne donnez pas l'impression de vous opposer finalement à cette retenue? D'abord, j'écoute le juge administratif qui est là. Oui, bon, merci pour la parole que vous me donnez. C'est l'impression que les gens ont, parce que comme vous le constatez vous-même, généralement les gens ne prennent pas le temps, le soin d'écouter et de suivre. Et surtout aussi que la question juridique, que ce soit aussi, et la question judiciaire, en réalité, sont des questions qui ne sont pas maîtrisées de beaucoup de personnes. Voilà, parce qu'il y a aussi la communication qui est faite autour. Voilà, parce qu'il y a les médias qui ne prennent pas le soin, en réalité, d'exprimer clairement ce qui est ressenti ou ce qui est voulu par en réalité les magistrats. Ils s'en tiennent à certains mots qu'ils font sortir, qui donnent facilement l'impression et même la compréhension que en réalité les magistrats s'opposent aux coupures. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Quant à la légalité, il ne faut pas aussi que nous présageons déjà une décision de justice, mais on peut néanmoins essayer de donner des éléments techniques qui montrent qu'il y a quelque chose juridiquement qui ne va pas. Pourquoi cela ne va pas? D'abord, en dehors même du texte, c'est-à-dire de l'arrêté conjoint, il y a une chose qu'il faut savoir, que lorsqu'on porte atteinte à un droit d'un individu, c'est un principe général, que la personne soit informée qu'il a été porté à son droit. Cette information, on se rend compte qu'elle n'a pas été donnée. C'est un principe général des droits, même sans texte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le ministère devait adresser des correspondances à chaque magistrat. Voilà, ça peut être on va prélever une note où il y a la liste collective. Oui. Mais de toute façon, on considère ça comme étant un acte individuel, mais la liste peut être une liste collective. Ça devrait être le cas pour les magistrats. Pour n'importe quel agent. N'importe quel agent public. Ne ramenez pas le débat aux magistrats. Okay. C'est une question de légalité qui ne concerne pas que, en réalité, le corps de la magistrature. C'est peut-être vrai que c'est eux qui sont là, parce que, je dirais, ils maîtrisent mieux, ils connaissent mieux les règles de droit. Donc, il est difficile que quelqu'un qui sait qu'on est en train de violer ses droits, et qui sait aussi qu'il dispose, il maîtrise la procédure pour pouvoir en réalité savoir qui saisir pour que ses droits soient rétablis, s'asseye et se laisser faire. C'est ce qu'il faut comprendre, tout simplement. Parce qu'il y a d'abord ce principe. Ça, ce n'est pas seulement magistrat. Ce principe général qui fait que lorsqu'on porte atteinte aux droits d'une personne, elle va être informée. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez, il y a que, en posant un acte, quand on prend les retenues, ce n'est pas une sanction.
faut pas qu'on fasse l'amalgame, c'est-à-dire les retenues sur les salaires ne constituent pas une sanction. On constate tout simplement un fait, on en tire les conséquences. Mais si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas droit au salaire. C'est ça, parce qu'en réalité, le salaire en réalité est une contrepartie du travail fait, qui fait que même s'il y a retenue, la retenue peut être proportionnelle au service non fait. C'est clair. Mais est-ce que d'abord, le constat même que le service n'a pas été fait, ce constat n'a pas été, c'est-à-dire on n'a pas, le ministère d'État burkinabé n'a pas fait ce constat. Parce qu'il ne suffit pas que des syndicats donnent l'ensemble mot d'ordre pour qu'on s'assure que tous ceux qui sont syndiqués, même ceux qui ne sont pas syndiqués, ont suivi le mot d'ordre. Il va falloir en réalité apporter la preuve qu'un tel, constater qu'un tel a réellement suivi et que ce que les syndicats ont demandé, que les gens l'ont suivi. Monsieur Yao, sur la réaction, est-ce que vous avez, l'État a pris le soin de vérifier sur le terrain que les gens ont véritablement suivi le mouvement et puis pourquoi vous n'avez pas adressé des correspondances individuelles comme cela devrait se faire pour informer les gens qu'ils devraient avoir une retenue? Non, par rapport à l'établissement des correspondances, adresser des correspondances individuelles, le juge lui-même l'a dit, c'est lorsqu'on porte atteinte à un droit d'un individu qu'il faut l'informer. Mais non, mais quelle est l'atteinte ici du droit, c'est quoi? Non, puisque mais si vous partez en grève, le droit de grève est un droit reconnu. Et la conséquence légale aussi, c'est la retenue du salaire, correspondant au nombre de jours de grève. Donc on n'a plus besoin de vous adresser encore une correspondance pour vous informer. Ça au moins c'est clair. Maintenant, est-ce que... Vous constatez aussi, parce que vous n'avez pas travaillé, vous constatez que vous n'êtes pas rémunéré, c'est simple. Mais si vous n'avez pas travaillé, la logique voudrait que vous ne vous attendez pas à quelque chose. Absolument. Puisque le salaire en lui-même, au niveau de la dépense, au niveau de la dépense publique par exemple, la dépense publique, le principe même de l'exécution de la dépense est intimement lié au service fait. Intimement lié au service fait. Et ça, c'est rappelé par la loi organique, par exemple, si vous prenez la loi organique relative aux lois des finances. En principe, il faut une correspondance pour informer l'agent que son salaire sera retenu. Non. Moi, je dis que du moment où l'agent a accepté d'aller en grève et que le nombre de jours de grève sont connus, on n'a plus besoin quand même de lui adresser encore une correspondance. Pour savoir qu'à la fin, il n'a pas droit à cette période de salaire, tout simplement. Monsieur Kombari. Bon, vous-même, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessus, parce que lorsque vous dites tout simplement que l'agent public doit réaliser qu'il a fait tant de jours, il doit s'attendre qu'il y ait une retenue. Oui, il doit s'attendre qu'il y ait une retenue. Mais qu'est-ce qui lui dit que cette retenue telle que lui, il a calculée, c'est sur la même base que l'État l'a liquidée? C'est peut-être son bulletin. Mais il aurait pu, on n'en arrive pas à là. Parce que le bulletin suppose qu'il subit déjà un manque. Si on peut prévenir qu'il ne subisse pas en réalité ce manque, c'est-à-dire qu'il ne subisse pas une retenue par erreur, on doit le faire. C'est un état de droit comme ça. On n'a pas à attendre qu'il subisse pour revenir réparer. Tant qu'on peut éviter une faute, on ne la commet pas pour chercher à la réparer. L'idéal, c'est de l'éviter. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'il ait une obligation pour l'État d'informer. Ce n'est pas pour tout employé. C'est un principe. Ça dit que bon, c'est vrai, on va discuter, mais aujourd'hui, je crois qu'on ne devrait pas, si c'était dans un autre cas, on ne devrait pas revenir à discuter sur ça. Voilà, c'est un privilège de droit. Monsieur Traoré, les erreurs dont vous parlez, est-ce que ce n'était pas mieux de recenser peut-être les personnes qui n'ont pas, les 5 collègues par exemple qui étaient en Tanzanie, qui n'ont pas pris part à cette grève, qui ont été coupés peut-être par erreur? Est-ce qu'il n'était pas mieux de réunir ces gens d'erreurs et puis bon, approcher peut-être le ministère et lui demander de corriger tout simplement? Ok, merci. Je voudrais dire un mot relativement à l'impression dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'impression qu'on renvoie
qu'on est opposé ou qu'on serait opposé à toute retenue sur le salaire. Je voudrais dire que c'est une impression que l'État lui-même travaille à véhiculer. Pour ce qui concerne les magistrats, on a un style de communication qui est difficile. Ce n'est pas chaque jour que nous pouvons nous retrouver sur la place publique. Et même si on se retrouve sur la place publique, on ne parle pas de la même manière que les autres. Et cette réserve communicationnelle fait qu'on se retrouve avec de la désinformation qui est véhiculée et sciemment entretenue. Sinon, je n'ai pas souvenant que les syndicats des magistrats aient un seul jour dit que pour le principe de la retenue, ils s'opposaient. Si quelqu'un a un document de cette nature, il peut le donner. Maintenant, pour ce qui est... Ça n'a pas été dit, mais en cherchant peut-être, en fouillant, à avoir de la documentation, là où l'agent du Trésor vient de le dire, l'agent judiciaire de l'État plutôt vient de le dire, lorsque vous n'avez pas travaillé, vous devez constater tout simplement que vous n'êtes pas rémunéré. Mais la loi n'a pas dit que lorsque vous n'avez pas travaillé, on est admis à tout faire sur votre salaire. La loi a dit, si vous n'avez pas travaillé, voilà ce qu'on est admis à faire sur votre salaire, aussi bien au plan de la forme qu'au plan du fond. Qu'est-ce que l'État a observé? Aussi bien dans la forme que dans le fond. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la communication qui s'est invitée dans les débats, et si vous vous référez à l'article 8 de la Convention sur la protection des salaires, l'article 8 de la Convention 95 OIT sur la protection des salaires, il est dit expressement là-bas au point 2 que lorsqu'il y a des retenues qui doivent être opérées, on a l'obligation de communiquer les contours à celui qui doit subir ces retenues. On peut débattre de ça, mais c'est expressement prévu par l'article 8. Maintenant, même si ce n'était pas prévu, si vous avez des gens qui viennent pour avoir les documents relatifs aux retenues, je ne vois pas le ministère en train de s'opposer dans un état de droit. Ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément. Peut-être que l'AGT peut avoir une explication, mais j'ai l'impression qu'on peut, au niveau des ministères ou de certains ministères, avoir une attitude qui ne mette pas l'AGT en difficulté, l'agent judiciaire de l'État en difficulté. Parce qu'au finish, quand il y a des agissements comme ça, fondés sur des susceptibilités, à la fin, ce n'est pas le ministère lui-même qui va défendre. C'est l'AGT qui va défendre, et souvent sans lui-même pouvoir épouser la conviction nécessaire. Mais il doit défendre quand même. Il y a peut-être quelque chose de gênant en fait sur ça, parce que moi je ne voudrais pas contredire en fait des magistrats même sur un plateau, mais ça m'étonne que lors des les dossiers qui sont passés sur cette question, les magistrats concernés ont agi individuellement, et dans aucun dossier, moi je n'ai vu aucune lettre d'un seul magistrat demandant sa situation et relativement aux coupures, aux retenues. Jamais, je n'ai vu aucune. J'ai vu par contre des lettres signées des syndicats. Maintenant, le SG dit que en fait des personnes avaient fait la demande. Théoriquement, ça devrait se retrouver dans le dossier. Donc ça, c'est quelque chose que voilà. Tout à l'heure que c'est peut-être un problème de communication. Non, la personne qui saisit le juge et qui produit une lettre d'un syndicat qui a demandé des informations relatives à son bulletin, à lui, alors que lui-même, il a fait une lettre personnelle, à moins que la personne ne soit allée voir comme ça quelqu'un au ministère pour avoir des informations sans avoir écrit. En tout cas, moi, j'ai dit, je n'ai pas vu ça dans le dossier. L'autre élément que je voulais ajouter sur la question des salaires, c'est qu'il y a une règle fondamentale, c'est la règle du 30e indivisible. C'est qu'en matière de salaire, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde... Oui, c'est ce que je vais expliquer. C'est qu'en matière de salaire, si en une journée, vous avez travaillé, vous n'avez pas travaillé pour des raisons jugées injustifiées par l'administration, seulement 30 minutes, vous perdez le salaire de toute la journée. C'est la règle du 30e indivisible. Et ce qui se passe, les magistrats disent qu'ils ne s'opposent pas aux retenues sur la grève. D'accord? Mais peut-être que les magistrats oublient qu'ils ont demandé à leurs militants de renvoyer en fait les audiences pour bonne administration de la justice, et que la conséquence
de ça a été d'avoir paralysé les juridictions. Et que peut-être la complication aussi peut venir de là. Parce que ce que je pense, c'est que peut-être quand on est magistrat, c'est même pas peut-être, quand on est magistrat, on est au-dessus des autres. Donc, lorsqu'on appartient à un corps où des institutions judiciaires ont donné un avis sur une question, notamment sur la légalité, le magistrat doit tenir à ça. Un magistrat qui appelle à renvoyer les dossiers, c'est quel type de mouvement, quelle est la légalité? La légalité, c'est une grève qui serait faite suivant des procédures. Et ça aussi, c'est un peu gênant. Monsieur Kombari, il y a eu effectivement cette note des syndicats, je crois que c'était le 20 février, qui appelait à partir du 21 déjà les juridictions, les confrères à renvoyer les audiences. Est-ce que là, ça n'a pas expliqué cela aussi, le fait qu'il y ait des coupures? N'étant pas à leur place, il m'est difficile de dire que c'est ce qui appuie. Oui, en fait, et ce que M. Kam dit, ça nous ramène à la question du principe de la retenue et de l'étendue de la retenue. C'est ce que j'expliquais tantôt. Sur la question de la grève, personne ne le conteste. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait grève qu'on est admis à faire ce qu'on veut de votre salaire. C'est ça qu'on essaie de lui expliquer. J'ai l'impression qu'on devrait pouvoir s'associer facilement sur ça. Est-ce que c'est parce que j'ai fait une grève qu'on est admis à faire de mon salaire ce qu'on veut? Il y a la loi que l'État ou les représentants de l'État disent aimer, a défini le cadre dans lequel on doit procéder à une retenue et le montant qui peut être retenu. Mais j'ai relevé tantôt pour vous qu'aussi bien pour la procédure que pour le canton, on a eu l'impression, en observant les choses, que notre ministère de tutelle a cru qu'il pouvait se libérer de tout souci juridique. Il a fait ce qu'il voulait et nous, on a l'impression qu'il a agi ainsi en se disant je vais vous forcer pour l'avenir à ne plus vous laisser tenter par une quelconque volonté de manifestation, quel que soit ce qu'on va vous faire. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Si le ministère nous avait communiqué les documents, vous avez demandé pour les collègues qui sont partis en Tanzanie, pourquoi on n'a pas recensé des cas de cette nature et aller nous adresser au ministère. Mais je repose autrement la question. Si le ministère avait satisfait notre besoin de communication des documents, est-ce qu'on serait arrivé à cette situation préjudiciable aux uns aux autres? On aurait pu relever pour lui qu'ici il y a problème. Est-ce qu'on peut rectifier ça? Quand on demande des documents, ce n'est pas nécessairement parce qu'on veut faire échec à tout. On veut s'assurer que ce qui est fait est conforme à la loi que chacun de nous dit aimer. Et moi, je suis inquiet si à ce niveau de responsabilité, la communication des documents de cette nature doit devenir un enjeu, doit s'offrir au débat. Moi, ça me gêne. Quand vous posez la question à M. Kam, quand vous posez la question de la retenue à M. Kam, vous vous rendez compte qu'il l'esquive un peu. Non. Il répare. Oui, il l'esquive. Parce que c'est comme si la retenue pouvait intervenir sans condition de procédure, sans condition de canton. Vous avez fait un mouvement, tout ce qu'on vous fait, vous le méritez. J'ai l'impression que c'est ça, ça témoigne. Par rapport à... Peut-être par rapport... Juste une précision. Peut-être ça. Non, il y a une question de précision. Oui. C'est sur les refus de communication. Moi, je parle de choses que je sais parce que j'ai eu des éléments. Je dis que ce n'est pas juste de dire qu'il y a eu refus de communication alors que la personne qui a demandé, c'est-à-dire les syndicats, n'avait aucune qualité ni pour demander ni pour recevoir. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a demandé et qui n'a pas eu dans le dossier. Bon, ça, moi, j'ai pas vu. Et moi, j'ai pas vu. Et même quand il parle, il dit pas ça. Monsieur Yao, est-ce que, parce que vous avez... Non, c'était juste par rapport à l'étendue, puis il semble avoir... de faire tout ce qu'on veut. Non, pas qu'on a franchement le droit de faire tout ce qu'on veut. Parce que l'administration même, toutes les actions que l'administration pose là, doivent s'inscrire dans la légalité. Ça au moins c'est le principe de la soumission de l'administration à la légalité. Ça c'est reconnu. Maintenant, la question
est-ce que les coupures, là, bon, ça va nous amener à rentrer dans le débat de la légalité ou pas. Parce que l'étendue, par exemple, de la retenue, oui, parce qu'ils semblent dire, bon, ils ne comprennent pas. C'est comme si, bon, on s'est assis seulement, on a divisé comme ça, on a décidé d'un montant à retenir, et voilà, et on a pris. Non, parce que si vous vous souvenez, quand il y a eu l'appel que vous avez relevé de renvoyer systématiquement toutes les audiences là, ça c'était du 1er au 15. Du 1er au 15 mars. Et à partir du 16 mars, ils ont enchaîné avec la grève. Voilà, du 16 au 20. Donc, ce qui fait 5 jours, plus 15 jours. Ça fait 20 jours. Parce que l'autre, par exemple, on a assimilé ça puisqu'il n'y a pas eu de service fait. Voilà. Il n'y a pas eu de service fait. Mais on n'a pas retenu les 20 jours. Par exemple, par rapport, par exemple, au mouvement d'humeur là, oui, qui a consisté à renvoyer systématiquement les dossiers, qui a pris une quinzaine de jours. Là-bas, c'est 10 jours qui ont été considérés, assimilés à la grève, plus les 5 jours de grève, et ça fait 15 jours de retenue, conformément à la procédure de l'arrêté. D'abord, M. Traoré... Oui, il y a un aspect que je voulais relever. D'abord, sur les 15 jours, parce que normalement, on devrait vous couper 20 jours, vous devez être heureux. Non. On vous coupe 15 jours. Non, puis, on n'a pas à être heureux, parce que si on doit nous couper 20 jours, nous, ça ne nous gêne pas qu'on nous coupe 20 jours. On n'a pas à être heureux parce qu'on devrait nous couper 20 jours et puis on a coupé 15 jours. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Mais je fais observer que quand vous croisez les dispositions même de l'arrêté concernant les retenues pour faire des grèves, vous allez vous rendre compte que la question de la quotité cessible n'a pas été ignorée. C'est quoi la quotité cessible? C'est-à-dire, la loi considère qu'il y a un minimum qui est nécessaire à tout être humain pour pouvoir vivre. Et quand vous avez un salaire, on établit un certain montant qu'on considère comme étant absolument nécessaire pour votre vie. Donc, cette question n'a pas été ignorée dans l'arrêté. Quand vous parcourez l'article 10, vous prenez l'article 10, vous allez vous rendre compte que le dernier alinéa dit, par rapport, si la quotité cessible doit être entamée, l'État doit étaler pour tenir compte de ça. Mais est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? En fait, j'ai l'impression que pour eux là, oui, j'arrive. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Quand on parle de respect ou non de la quotité cessible, ça tient compte de votre salaire et des engagements, des éventuels engagements dont vous êtes déjà tenu. Oui, j'arrive. Non, j'arrive. Oui. C'est-à-dire, vous avez un certain montant déjà que vous cédez en banque. Si combiné avec une autre retenue, ça doit dépasser la quotité cessible, on doit pouvoir en tenir compte pour échever ça. S'ils ont l'arrêté, ils peuvent lire l'article 10 dans son dernier alinéa. Mais ils ne l'ont pas fait. S'ils nous avaient donné les documents, chacun aurait pu apprécier en fonction de sa situation pour voir concrètement de quoi ça dépend. Tout le problème est là. Là où on peut limiter les difficultés, les incompréhensions. J'ai l'impression que nos gouvernants qui se disent attachés à la paix, à l'apaisement social, eux-mêmes trouvent toujours le moyen de créer de la confrontation. Moi, ça me gêne souvent. Oui, sur ça, moi, je voulais dire aussi que, en fait, moi, j'étais à l'audience à Bobo et j'ai vu des magistrats qui ont dit, qui se sont opposés totalement à l'application de ce texte en disant qu'ils sont des magistrats et que ce texte n'est pas applicable à eux. Bon, soit. Ceci étant, ces textes prévoient que lorsque vous avez un salaire de plus de 300 000, la quotité est de 55%. Ce qui veut dire que pour tous les magistrats, puisque leur salaire dépasse 300 000,
Donc, la quotité est de 55%. Mais comme l'agent judiciaire de l'État a dit, on est dans une situation où est en cause, en fait, le salaire comme étant la contrepartie du travail. Donc, vous avez travaillé 0 jour dans le mois, vous avez droit à 0 francs de salaire. Maintenant, effectivement, la loi prévoit qu'il est possible de faire un étalement. Qu'il est possible de faire un étalement si la quotité cessible est en cause. Mais dans le cadre des procédures que moi j'ai vues, il appartiendra peut-être à chaque magistrat de le démontrer, mais les retenues ne dépassaient pour aucun la quotité cessible. Alors on va évoluer. On s'est retrouvés dans les tribunaux et maintenant on vous redonne la parole parce que on vous a entendu sur nos antennes dire que vous n'avez pas assisté à un procès équitable où chacun a eu droit à la parole et on a eu l'impression que ce sont des magistrats qui se sont rendus justice tout simplement. Sur cette question, je dois commencer par préciser 2 choses. La première chose est que personne ne conteste à un magistrat d'aller tester en justice lorsque ses droits sont violés. Personne. J'ai dit tantôt qu'un magistrat, quand il veut divorcer, il doit pouvoir aller devant le juge pour divorcer. C'est pas ce que l'opinion a compris. Mais les choses, pourtant je l'ai même donné comme exemple, mais les choses sont différentes lorsque c'est un ensemble de magistrats qui utilisent la justice au soutien d'une revendication. Là, les choses sont à apprécier différemment. Et même dans ce cas, les obligations fondamentales qui sont inscrites dans ce document, qui doit être une Bible pour tous les magistrats, qui est le code de déontologie des magistrats, prescrit un certain nombre d'obligations. Au-delà même, en réalité, des règles de procédure d'un procès équitable du principe du contradictoire. Tenez-vous bien, la quasi-totalité des juridictions, et l'AJT est là, il pourra donner les éléments, ont violé le principe du contradictoire, c'est-à-dire que l'État n'a pas été mis à mesure de se défendre. Est-ce parce que les requérants étaient des magistrats? Moi, je pense que c'est ce processus décisionnel-là qui est le problème qui a fait que nous avons dénoncé. Lorsque nous avons été à Bobo avec les requérants magistrats, nous avons discuté. Nous avons dit que nous avons défendu notre client. La décision qui intervient n'est plus un problème pour nous. Bonne ou mauvaise, c'est tranquille. Parce que nous avons eu le sentiment d'avoir été entendus. Mais l'État a manqué ça, n'a pas eu ça devant les autres juridictions. Et moi, quand je lisais même les décisions rendues par les autres juridictions, certains même vont jusqu'à écrire que l'État a été assigné et qu'il n'a pas voulu, alors qu'on lui a donné souvent 5 heures. Souvent même, les documents sont arrivés à l'agent judiciaire de l'État après l'audience. Et tenez-vous bien, souvent en violation flagrante des formes, parce que en matière de justice administrative, et je suis content qu'il y ait un juge administratif sur le plateau, on dit les notifications sont faites en la forme administrative. Des magistrats ont pris les dossiers par rapport à leur statut de magistrat, puisqu'ils peuvent sortir des différentes villes sur décision de leur chef hiérarchique qui est le président. Donc des magistrats ont pris le dossier, rentré dans leur voiture pour venir remettre. D'autres présidents ont envoyé par email sur des adresses personnelles. Je trouve quand même que là, on est allé tellement loin qu'on ne peut pas le faire sans avoir soi-même jeté le discrédit sur la justice. Monsieur Kombari, sur ce que vous avez constaté, est-ce que là, la question surtout qui est en débat, c'est que l'opinion a cette impression que parce qu'il s'agit de magistrats, d'abord, il y a la question de la célérité du sujet. Les magistrats ne sont pas les seuls concernés. On cite par exemple les DRH, les agents de santé qui sont dans la même situation de coupure. Mais le dossier, lorsqu'il arrive, et ça concerne les magistrats, ça va tellement vite. Et le verdict qui suit finalement
On a l'impression qu'on est juge et partie à la fois. Qu'est-ce que vous répondez? Par rapport au verdict, vous allez me permettre de ne pas... On ne va pas, oui, voilà, je sais, mon avis là-dessus. absolument. Oui. Voilà. Mais par rapport à la procédure, on peut quand même soutenir par des éléments techniques. D'abord, c'est que je viens par où il a terminé. Lorsqu'on parle que les convocations doivent être selon la forme administrative, ça ne veut pas dire le mot par lequel on va aller transmettre la correspondance qui compte. C'est que ça doit être une correspondance administrative. Donc ça doit être un écrit. Okay. Avec les formes qui sied. Mais pas, ce n'est pas celui qui remet la correspondance, qui rend la correspondance administrative. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette compréhension. Peu importe qu'on remette, qu'on appelle ça, à un passant, pourvu qu'il puisse transmettre et qu'il y ait, qu'on appelle ça, un accusé de réception. C'est ça qui compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, parlant du temps ou bien le contradictoire pour préparer le dossier, ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions, c'est en matière de référé. Et pour les autres agents, bon, il n'y a pas encore un agent, à ma connaissance, qui a saisi la juridiction administrative en cette procédure et qu'il n'y a pas eu un traitement diligent. Donc, et en matière administrative, l'élément important pour le juge, c'est l'urgence. C'est le principe. Il y a qu'il faut respecter le contractuel, mais il y a l'urgence. Qui fait qu'il est même admis. Si on fait le parallèle. Donc, ça pourrait être un plombier. On dit même à heure, on peut tout de suite saisir le juge. Oui. Et qu'il appelle ça, il décide que l'audience va se tenir dans 2 heures, dans 3 heures, c'est possible. Même le week-end. C'est la fin qu'il est permis, lorsque c'est même le week-end ou bien c'est tard dans la nuit, que l'audience puisse se tenir même au domicile du juge. Donc ce sont des choses qui existent. Et à ma connaissance, il y a déjà eu ce type de procédure. Parce que je sais que quand nous étions à l'ENAM, nous avons un de nos aînés qui nous a déjà parlé d'une procédure où l'audience en matière de référé s'est tenue au domicile d'un juge. Et c'était la nuit. Ça se fait. Maintenant, par rapport au délai qu'on accorde, je ne vais pas aller apprécier un délai que tel ou tel juge accorde à telle ou telle partie. La preuve en est que lorsque ce délai est accordé, quand la loi veut qu'un certain nombre de jours se passent avant qu'on ne puisse tenir une audience, la loi le précise. En matière de procédure de droit commun, c'est clair. Il y a des délais pour notifier. C'est-à-dire qu'à partir de la notification, il y a un délai qui est prévu. Et cela s'impose aux parties, au juge. Mais lorsque le législateur lui-même sait qu'il est difficile d'imposer un délai plafond, un délai plutôt plancher au juge, il se garde parce que c'est contre l'audience, cela s'apprécie au cas par cas. Donc en réalité, il faudra que ceux qui trouvent qu'il y a eu célérité, d'essayer de tenir compte des circonstances dans lesquelles le juge a été saisi. Nous sommes en matière de référé. La décision que le juge va rendre est une décision provisoire. Ce qui veut dire que, au-delà des recours qui peuvent être faits, il y a même qu'il y a le fond. Et il n'y a pas de, quand vous analysez les circonstances, il n'y a pas de péril en demeure concernant l'État. Mais il y avait péril pour les requérants. Il s'agit du salaire, qui est un élément. Le salaire n'est pas traité comme tous les autres revenus ou toutes les autres rémunérations. Le salaire a un régime particulier, qui fait que même entre des particuliers, pour la saisie du salaire, il y a une partie qui est insaisissable. Le salaire est protégé. Donc, ça veut dire qu'il y avait un péril pour ceux qui requièrent, qui fait qu'il était normal que le juge puisse tenir compte de cette célérité. Monsieur Yao, sur la célérité, parce que vous vous êtes plaint du fait que vous n'avez pas eu assez de temps pour vous préparer. Oui, mais quand vous avez des requêtes qui pleuvent de partout, et où on vous donne souvent 24 heures,
souvent, vous recevez la requête aujourd'hui et l'audience est programmée l'après-midi. Or, vous devez vous déplacer. Donc, ça fait que, franchement, on a eu du mal. Il dit parce qu'il y a urgence. Oui, bon, nous comprenons tous les gens, mais qu'ils acceptent aussi que nous puissions dire que nous n'avons pas été mis en tout suffisamment dans une position qui permettait à l'État de pouvoir se défendre. Le principe du contradictoire, c'est vrai, il y a la notion d'urgence ici qui commandait vraiment les mesures qui ont été prises, mais qu'on nous reconnaisse aussi ce droit-là de pouvoir dire que, en tout cas, dans ces cas précis-là, l'État a été, c'est-à-dire que le principe du contradictoire là, a été mis à rude épreuve parce que vraiment nous n'avons pas, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, n'ont pas eu de temps de réaction nécessaire. Mais bon, voilà, du temps de réaction nécessaire. Et puis avec la situation que vous connaissez actuellement de quarantaine. Voilà, les quarantaines hautes, donc ça n'a pas du tout été facile pour l'État. Moriba Traoré, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Oui. On a l'impression que là, il s'agit de magistrats, donc tout a été accéléré, tout va vite, et puis voilà, vous avez peut-être tous les droits par rapport aux autres dossiers pendant. Il y a tellement de dossiers, on attend le dénouement, mais quand il s'agit de magistrats, on est allé tellement vite. Ok, merci. Je crois que c'est un aspect qui est couvert par la désinformation qui a été faite contre les magistrats. Mais avant d'arriver à la réponse que je peux apporter, je voudrais me permettre une observation par rapport à certaines critiques qui ont été celles de Maître Kam. Au sortir de l'audience devant le président du tribunal administratif de Ouagadougou, Maître Kam a indiqué à notre endroit que notre manière d'agir n'est pas différente de celle des militaires qui prennent les armes pour obtenir des avantages. Il dit que nous avons une Bible constituée par les obligations le code de déontologie des magistrats et les autres textes qui régissent nos comportements aussi bien professionnels et dans le cadre de la profession qu'en dehors de la profession, je suis d'accord. Mais je ne voudrais pas qu'il oublie aussi que l'avocat a une Bible. Tout corps a forcément une déontologie et vous avez des obligations qui se recoupent dans les différents textes qui régissent les corps. Et l'exigence de courtoisie, je crois qu'on partage ça quand même avec les avocats. Les uns à l'égard des autres. Non, l'obligation professionnelle de l'avocat de courtoisie, c'est à l'égard de qui? Des cours et tribunaux et des magistrats. Non. Des magistrats. Non. Oui, j'arrive. Des cours et tribunaux et des magistrats. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit pouvoir faire la critique sans la rendre incompatible avec le besoin de respect de l'autre. Quand vous retrouvez à traiter vos anciens collègues de cette manière, je me demande si vous avez besoin de ça pour prouver votre efficacité. Nous, ça nous a fait énormément de peine et je tenais à le dire. Ce n'est pas qu'on est fermé aux critiques. Moi, je suis de ceux qui disent que les magistrats doivent apprendre à écouter. Mais je suis peiné quand on croit quand on donne à penser que la qualité de la critique dépend de la taille de l'invective qu'on émet. Ceci étant, et revenant à votre question, on a donné à penser à travers la communication de Maître Kam et d'autres acteurs du gouvernement, d'autres acteurs proches du gouvernement, que c'est parce que c'est les magistrats que la procédure a été accélérée. En réalité, il faut distinguer entre les types de procédures. Quand vous êtes dans une procédure classique, une procédure ordinaire, il y a des délais que vous êtes obligé d'observer. Mais quand vous êtes dans une procédure de référé, la notion de référé véhicule l'idée d'une certaine urgence. À partir du moment où les référés sont fondés sur une certaine urgence, en tout cas pour l'essentiel, on ne comprendrait pas que cette urgence ne se ressente pas dans la manière dont le dossier est instruit. Et au quotidien, nous recevons des dossiers de référés, des particuliers qui sont traités
avec la même célérité. Et Maître Kam qui est là, il a une expérience dans ces domaines qui lui permet de nous éviter la confusion qu'on a voulu faire, qu'on a voulu s'aimer dans les esprits des gens. Lorsque vous êtes en matière de référé, comme Barry l'a dit, le juge peut faire un référé d'heure à heure. C'est-à-dire que le recours est déposé le matin devant le TGI, c'est clairement dit. C'est déposé le matin, et puis à midi ou à 15h, on vous entend. Quand c'est dans... Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, non, j'arrive. Maintenant, quand vous êtes en matière administrative, le référé a été récemment introduit. Ça a été récemment introduit et la loi dit là-bas que la procédure est écrite. Donc, on vous donne un certain temps pour pouvoir faire l'écrit. Maître Kam peut ne pas être satisfait du temps qu'il a eu. Du temps qu'il a eu, mais je crois qu'au niveau de Ouattara, c'est 24 heures qui lui étaient données pour conclure. Dans les provinces, je n'ai pas une idée de l'ensemble des délais, mais c'est 24 heures qui lui étaient données. Il peut ne pas être d'accord et après il a demandé, je crois, une prorogation et lui il voulait 48 heures. Le juge, c'était initialement à 12 heures, je crois, ou bien c'était 10 heures. Le juge a prorogé jusqu'à 15 heures ou 16 heures, je crois, et il a mis l'audience pour le lendemain. Donc, je crois qu'il y a eu un effort de compréhension qu'il peut ne pas juger satisfaisant, mais qui est là quand même. Maître Kam, tu n'es pas d'accord avec vous? Oui, mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Moi, ce que je sais de la justice, et il est bon que ce soit ainsi, c'est que le juge est la bouche de la loi, pas la bouche de ses émotions. Moi, ce que je sais, et c'est bon qu'il en soit ainsi, c'est que les procédures sont légalement établies par la loi. Et je constate que les représentants ici font une confusion, mais absolument très grave, entre le référé en matière civile et le référé en matière administrative. Moi, quand je prends le code de procédure civile, il me dit qu'en cas d'urgence, le référé peut être d'heure à heure, même au domicile du juge. En tant qu'avocat, j'ai déjà expérimenté ce référé-là. Mais quand je prends la loi de 2016 sur les tribunaux administratifs, la loi dit ce que c'est qu'un référé administratif, un référé suspension, un référé mesure utile. Ces référés-là, la loi ne prévoit pas de référé d'heure à heure. La loi ne prévoit pas que le juge peut statuer même le dimanche à son domicile. Il y a un juge du tribunal administratif, si la loi burkinabé le dit, qu'il le dise, et moi, je ferai platement mes excuses. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Deuxième élément, moi je veux bien que les magistrats, parce que c'est leur cause, acceptent de dire, ok, je suis un juge des référés, la loi ne dit rien, donc je vais me référer à la procédure prévue pour le droit civil. Mais alors, c'est que les mêmes personnes dans la même cause me disent, dans la récusation, la loi ne dit rien, donc je ne le fais pas. Ah, donc, quand ça nous arrange, la loi ne dit rien, mais je peux faire comme le juge des référés d'heure à heure. Mais quand ça ne m'arrange pas, la loi ne me dit rien, donc je ne peux pas faire comme le juge de la récusation. Alors même que la récusation, elle, est prévue non seulement par leur texte, Et ce code dit à la fin que le violet est une faute disciplinaire. Lorsque la loi me dit que le magistrat ne doit siéger dans aucune cause ou pour des motifs raisonnables, son impartialité pourrait être suspectée. La loi ne dit pas que son impartialité soit établie. La loi ne nous fait pas l'obligation d'être bon Dieu pour savoir ce que tel juge pense. La loi dit que ce soit le juge A ou le juge B. Est-ce qu'un juge A ou B, dans cette situation-là, peut être suspecté? Mais dans le cas d'espèce, on dit que le juge peut être suspecté et il ne doit pas le faire, tout simplement. D'accord. Monsieur Kambari va vous répondre d'abord sur la question. Ok. Merci. Voilà. D'abord, je ne sais pas si je dois rappeler à Maître qu'en matière administrative, c'est une matière essentiellement prétorienne, donc essentiellement jurisprudentielle, qui fait que, oui, ça ne peut être que dur lorsque on endurcit les choses.
Non, voilà, ça s'appelle pas qu'ainsi. la procédure n'est pas prétorienne. Ce qui est prétorienne, c'est le fond. Maître, Monsieur Kambadi, si vous permettez, oui, allez-y. voilà. Lorsqu'on parle de... Quand il dit que ce n'est même pas la procédure, bon, c'est pas s'il faut que je lui demande de repartir lire certains arrêts, il comprendra que même en matière de procédure, le juge administratif a, à plusieurs reprises, il s'est référé au texte, c'est-à-dire par analogie, c'est-à-dire que c'est inspiré des dispositions en matière civile pour pouvoir en réalité prendre une décision. Lorsqu'il parle de, qu'on appelle ça, de la récusation. Pour ce qui est de la récusation, on n'a pas dit, parce qu'il n'y a pas de texte, qu'on ne peut pas statuer sur la récusation. Et comme lui-même, il était parti avant qu'on ne développe certains moyens, c'est pas ce qu'on lui a dit. Tout simplement, même quand vous prenez, on s'inspire toujours de la procédure administrative lorsqu'il y a un vide, parce que le juge ne peut pas se tabler sur le fait qu'il n'y a pas de texte pour ne pas statuer. Donc ce qui veut dire que le juge ne peut pas dire qu'il ne peut pas statuer parce qu'il n'y a pas de texte. Et moi, je ne sais pas où est-ce que cela est sorti, parce que depuis que nous avons commencé cette discussion aussi, je ne pense pas que parmi nous, il y a quelqu'un qui ait dit que on ne devrait pas, le juge n'était pas en mesure de statuer sur la récusation parce qu'il n'y a pas de texte qui le prévoit. Donc, moi, ce que je sais en matière administrative, ce que j'ai appris et ce que je sais, et je sais qu'il y a des juges qui nous écoutent, on peut s'inspirer des textes en réalité qui existent en matière civile pour pouvoir en réalité rendre une décision. Par moment, il n'y a même pas de texte en matière civile qui puisse permettre au juge, il va plus loin. Donc, c'est-à-dire que l'origine montre qu'en réalité, c'est une matière qui a été essentiellement, les règles ont été essentiellement construites par le juge lui-même. Donc ce qui fait qu'il a plus de manœuvres en matière administrative qu'en matière civile, où le juge, le législateur a souvent prévu des textes qui encadrent ce qu'il faut faire. D'accord. Nous allons prendre un téléspectateur qui nous appelle. Monsieur Ouedraogo nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Nous vous écoutons. Voilà, je voudrais poser deux questions principalement. J'ai entendu Maître Kass dire que l'État a refusé de produire les listes des grévistes par stratégie. Moi, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas plutôt pour cacher un arbitraire, dans la mesure où on a remarqué, en tout cas selon ce que certains magistrats disent, que des personnes dans les mêmes conditions n'ont pas subi de coupures, alors que d'autres en ont subi. Est-ce que ce n'est pas le retour de l'arbitraire un peu dans la magistrature? Et ma deuxième question, c'est de savoir, lorsqu'on prend l'arrêté interministériel de 2013, on dit que les retenues pour faire des grèves ne doivent pas dépasser la quantité possible. On voit que pour les retenues, en tout cas les fiches de paie qu'on voit sur les réseaux sociaux, on retient parfois la moitié ou bien sinon plus du salaire des individus qui sont déjà sous prêt. D'où, en fait, l'administration tire cette légalité pour arriver à retenir de tels montants sur les salaires des grévistes. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ouedraogo. Maître Kam, vous avez été interpellé sur la première question. Je n'ai jamais dit que l'État n'a pas communiqué la liste par stratégie. J'ai dit que quand dans le dossier, je n'ai pas vu des demandes de personnes individuelles. J'ai vu des demandes de syndicats et j'ai dit que les syndicats n'ont pas la qualité pour faire cette demande, tout simplement parce que la question est couverte par la vie privée. J'ai ensuite dit que nous avons produit une note pour prouver qu'il y avait une décision administrative en cours d'exécution et que nous avons produit la note et le juge a estimé que c'était suffisant. C'est aussi simple que ça, parce que je précise que sur cette question, le juge peut ordonner à l'administration de produire, mais aucun juge ne l'a ordonné. Monsieur, il y a aussi la proportion des retenues qui ont été observées. Non, par rapport à la proportion des retenues observées, c'est vrai, les gens parlent de la quantité excessive, mais il faut qu'ils se réfèrent à... C'est pas la quantité classique, parce qu'on a parlé de... Il y a une nouvelle loi, par exemple, la loi, le décret du 26 avril 2018 portant procédure d'exécution de la solde mensuelle des agents publics de l'État. Je pense que c'est dans ce décret-là qu'il faut aller fouiller, puisque les 300 000, les différents montants qui ont été donnés là se retrouvent dans ce décret-là.
et on dit, quand vous avez un salaire de plus de 300 000, on peut aller jusqu'à 55% de la quotité cessée. Et lorsque vous prenez tout ce qui a été coupé au niveau des magistrats, je ne pense pas qu'on ait dépassé ces 55% là. Parce que la plupart des magistrats ont plus de 300 000. Et si vous avez plus de 300 000, on peut aller jusqu'à 55%. Et la référence, c'est dans le décret. Malheureusement, je n'ai pas l'article exact, mais ils n'ont qu'à aller au niveau du décret du 26 avril 2018 portant procédure d'exécution de la solde mensuelle des agents publics de l'État. Et ce décret-là s'applique à tous les agents, tous ceux qui émargent au niveau du budget de l'État. J'aimerais réagir par rapport à ce qu'il vient de dire. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà fait des demandes pour le dépassement de côté cessible pourront peut-être, ils nous écoutent, ils nous entendent, ils savent comment cela se passe. Lorsqu'on parle de la quotité cessible, l'État, c'est-à-dire qu'il devrait s'assurer si la personne n'a pas déjà cédé son salaire. Si déjà il a un prêt, on en tient compte. Ce qui fait que lorsque les gens viennent pour dépassement de quotité cessible, on tient compte en réalité de tous les prêts, des engagements bancaires que la personne a. On ne s'en tient pas seulement à une seule banque. Parce que c'est quoi? L'élément fondamental, parce qu'il faut éviter en réalité les interprétations littérales. L'élément fondamental, c'est quoi? C'est le caractère alimentaire du salaire. C'est pour permettre, on ne veut pas toucher, on dit même à la personne, même si en banque, vous ne devrez pas dépasser, parce qu'on se dit si vous dépassez cette quantité, il est difficile que vous ne puissiez pas vivre. Comment voulez-vous qu'un état de droit qui doit garantir les droits fondamentaux soit capable de ne pas tenir compte de fermer les yeux et de prendre en réalité toute la rémunération et sans se poser la question comment cet agent pourra vivre. Monsieur Brahima Nyambré nous appelle de Ouarglaï. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, j'ai 3 questions. Ma première question, c'est au niveau des avocats. C'est de M. Hervé Kam. Et dès la prise, M. Hervé Kam a dit que, bon, que c'est sur le plateau qu'il a appris que la liste était prise au niveau entre les 4 murs de la mission du ministère de la Justice. Alors qu'un avocat doit se rassurer de tous les dossiers avant de s'engager. Et s'il s'avérait que c'était ainsi fait, quelle conduite lui, Hervé, en tant qu'avocat, va entreprendre maintenant? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question s'adresse maintenant aux magistrats. Et il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont été dans le même cas qu'eux. Et il y en a d'autres même dont leurs salaires ont été suspendus. Pourquoi vous, en tant que, comment on appelle ça, une coalition syndicale, pourquoi ne pas se lier à d'autres coalitions syndicales pour mieux défendre même l'intérêt de tous ceux-là même qui sont là? Parce que vous êtes des avocats, vous maîtrisez, et non, vous êtes des magistrats, vous maîtrisez tous les dossiers. Pourquoi ne pas se lier avec tout le monde et puis aider tout le monde à sortir de ce même problème au lieu d'aller d'une manière dispersée? Tout simplement parce que vous êtes des extra fonctionnaires ou bien vous êtes les chéris et du gouvernement qui vous avez vraiment donné un statut particulier que vous trouvez que non, c'est pas normal de vous faire, alors que d'autres aussi sont en train de souffrir dans leur peau. Ma troisième question maintenant, c'est général. Et depuis longtemps, toute la population burkinabé est en train de critiquer la justice d'une manière injuste et que la justice n'est pas aussi claire. Il y a la corruption, il y a ceci, cela. Voilà maintenant qu'un problème, il y a 2 verdicts. Monsieur Hervé Ouattara, qui est l'avocat, et le magistrat. Comment vous voyez maintenant, quelle qualification vous donnez à la justice? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Brahima Nyambré, vous nous appeliez de Ouarglaï. Maître, vous avez été interpellé par la première question. Est-ce que vous n'avez pas assez préparé le dossier? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des choses que vous découvrez sur ce plateau. Non, quand je dis que je découvre sur le plateau, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas conforme au dossier que moi j'ai. Voilà, ce n'est pas conforme au dossier que moi j'ai. Monsieur le représentant des syndicats ici sur le plateau a décrit en fait une procédure et a dit que par analogie, les noms des magistrats qui ont respecté les mouvements devaient être donnés par les présidents de juridiction. Alors, il se trouve
que ces présidents de juridiction, apparemment, n'ont pas respecté les obligations qui s'imposent à eux, puisqu'ils n'ont pas donné de nom, alors que tout le monde a vu que la justice a été paralysée et que les dossiers ont été renvoyés pour bonne administration de la justice. Maintenant, le ministère de la Justice qui dresse une liste suite à une procédure, et je précise que dans certains cas, des directeurs de services qui ne sont pas magistrats ont envoyé en fait des listes. Donc eux ont respecté en fait la loi et leurs obligations professionnelles. Donc la liste a été dressée aujourd'hui. Pour la défense, ou pourquoi je n'ai pas dit, la liste a été dressée entre 4 murs. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai reçu une liste de la part d'une administration de l'État. J'ai produit la liste. Là où j'ai pu la produire, disons, j'ai produit la note. Là où j'ai produit, quand les personnes impliquées ont dit qu'ils voulaient voir la liste, nous avons posé la question, avez-vous grévé? Bon, personne n'a voulu répondre. Donc, c'est là que j'ai dit, nous travaillons sur la base de pièces qui nous sont communiquées par le client et nous n'avons aucune raison de mettre en doute les pièces qui sont produites. Monsieur Moriba Traoré, pourquoi ne vous êtes-vous pas associé aux autres fonctionnaires qui sont dans la même situation que vous? Oui. Et vous êtes parti peut-être à cause de votre statut de magistrat? Oui, merci. C'est une question qui est posée effectivement, mais si vous le permettez, je vais réagir par rapport au dernier aspect de l'intervention de Maître Kam, parce qu'il revient beaucoup sur ça pour dire que ce sont les syndicats qui ont écrit par rapport aux retenues, et comme c'est des éléments d'ordre, les salaires relèvent des éléments d'ordre privé et ils ne pouvaient pas nous communiquer. Je note que dans le cadre des procédures, Maître Kam n'a jamais fait de l'écrit des syndicats un problème. Je le mets au défi de dire que dans un des dossiers, il a dit que le fait que ce soit les syndicats qui aient écrit constituait un problème. Mais vous n'étiez pas en gros. Permettez, j'arrive. C'est monsieur Lambrou, vous avez parlé. Oui, mais dans d'autres coins, vous avez pu écrire. Non. Donc, maintenant, pour les collègues qui ont écrit, je peux donner leur nom, ils peuvent vérifier. Et si je suis dans le mensonge, ils peuvent revenir me démentir pour mon honneur sur ce plateau. Ceux qui ont écrit personnellement au ministre sont Kendrebogo Amadou, les collègues Kendrebogo Amadou, Koulibaly Oumar et Son Ali. Ils sont tous du TG de Ouav. Si Maître Kam vérifie auprès du ministre de la Justice et qu'il se révèle que ce que j'ai dit est inexact, il peut revenir sur ce plateau pour dire que j'ai dit de l'inexactitude. Maintenant, pour ce qui concerne la question posée par le téléspectateur, c'est une question qui est légitime parce que il y a une question qui a été abordée dans un cadre global, dans un cadre beaucoup plus vaste que le cadre l'intersyndical des magistrats. Il y a une coalition qui a été constituée et à partir du moment où vous êtes dans une coalition, si vous vous retrouvez avec des situations de cette nature, c'est normal que les gens puissent se demander pourquoi vous vous êtes retrouvés à agir comme ça. Par honnêteté, au niveau de la coalition, nous, quand on a senti venir certaines choses, on leur a dit lors d'une rencontre qu'il n'était pas exclu qu'on initie une procédure parce qu'on se sentait particulièrement visé et on avait l'impression qu'on travaillait coûte que coûte à nous atteindre, et si on arrive à atteindre le corps de la magistrature, il faut savoir que de là, beaucoup de choses aussi peuvent partir. Donc le téléspectateur a raison, mais l'explication que je peux donner, c'est ça, et l'information a été donnée à la coalition. Alors, maintenant, Maître Kam dit que le ministre, pour essayer de justifier ça, il dit que les présidents des juridictions n'ont pas envoyé des listes, ils devaient le faire. Mais je rappelle à son attention qu'il y a eu des situations où le ministère a appelé les juridictions, les chefs de juridiction pour dire d'envoyer la liste des grévistes. Pourquoi il n'a pas fait cette fois-ci? Deuxième chose, il dit que certains directeurs de services, oui, il y a eu des situations, vous pouvez demander au ministère. Sur les faits, moi, je ne veux pas être dans les contre-vérités. Il dit que certains directeurs de services qui ne sont même pas magistrats ont transmis les listes. Est-ce que je dois comprendre que c'est sur la base de ces listes qu'on est arrivé à des suspensions de salaire? Ce serait regrettable. Monsieur Guiraud nous appelle de Ouaga, nous l'écoutons. Bonsoir. Bonsoir, et bonsoir à tous les aussi. Nous vous écoutons.
je voulais demander à nos magistrats si le Burkina peut réellement compter sur les magistrats burkinabés. Si le Burkina peut compter sur les magistrats réellement pour que le pays avance. Parce qu'on constate qu'il y a des problèmes au niveau de la magistrature. On a vu déjà, quand ils ont lancé le constitution, quand l'État a dit qu'il va couper l'ITF, les magistrats automatiquement sont allés en grève sans devenir préavis de grève. Et là, c'est grave pour notre pays. Qui fait même qui détiennent, qui connaît bien la justice, conduit même les États en grève. Ça, c'est grave. Ma deuxième question, ça ne concerne pas cela. Mais ma question que je vais poser concerne l'affaire du juge métier. Ce n'est pas le débat du soir parce que, Monsieur Guiraud, on vous remercie pour la question sur... voilà, merci, bonne soirée à vous. Merci. Et merci de nous avoir appelés. Monsieur Traoré ou Monsieur Kombari, est-ce que le Burkina peut compter sur les magistrats? D'abord, Monsieur Traoré. Oui. En fait, le domaine de la justice est un domaine ouvert au débat. Quand vous êtes dans le domaine de la justice, entre vous-même, magistrats, vous vous retrouvez dans les débats. Et Maître Kam, pour l'expérience qu'il doit avoir, qu'il a eu à la magistrature, est bien au courant de ça. Entre vous-même, magistrats, vous vous retrouvez dans les débats. Et les procédures telles qu'elles ont été gérées, avec des verdicts différents, d'un président à un autre, sont la preuve que c'est un monde qui est dans une dynamique de débat et qui peut avoir lui-même une lecture partagée par rapport à certaines situations. Et à partir du moment où les magistrats eux-mêmes peuvent avoir une lecture partagée par rapport à certaines situations, que les avocats eux-mêmes peuvent avoir une lecture partagée par rapport à certaines situations, que les professeurs d'université peuvent avoir une lecture partagée par rapport à certaines situations, on ne peut pas en vouloir à ceux qui ne sont pas du domaine de ne pas pouvoir épouser tous ces qu'on comprend. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on essaie de faire notre part d'effort. On a conscience de ce que les attentes sont énormes à l'endroit de la justice. On essaie de faire notre part d'effort. Mais on a parfois l'impression que le gouvernement ne nous permet pas de continuer avec la sérénité nécessaire pour assumer notre part d'effort. On a l'impression que on est toujours dans un regret par rapport à l'évolution de l'indépendance de la justice et qu'on cherche tous les artifices pour remettre ça en cause. C'est ça qui nous conduit à des situations qui sont parfois regrettables. Mais si vous regardez, pour répondre précisément aux téléspectateurs, il y a des dossiers qui jusqu'à une époque récente n'avaient pas trop bougé au niveau de la justice. Mais avec l'indépendance, il y a des efforts qui ont été faits par des collègues et qui ont pu conduire à des avancées significatives que chacun doit être en mesure de saluer. Maintenant, on admet que c'est un domaine ouvert au débat et qu'il nous faut apprendre à écouter et voir là où on peut améliorer. Ça aussi, est-ce que c'est pas parce que le gouvernement peut-être s'est retrouvé, monsieur l'agent du Trésor va répondre? Moi, je voulais réagir sur ça parce que la question, elle est très interpellative. D'abord sur cette question de l'indépendance, pas l'indépendance seulement, mais surtout les avantages qui vont avec. On a l'impression peut-être que c'est ce que certains disent, que parce que le gouvernement a accordé des efforts financiers, notamment aux magistrats, qu'à un moment donné, on veut retirer par l'autre main ce qui a été accordé. Monsieur Yao d'abord. Peut-être ça peut être une impression, mais je ne vois pas en quoi, en tout cas, l'État ou le gouvernement travaille à retirer les avantages déjà concédés aux magistrats. Je n'en vois pas aucunement. Nous sommes ici, en tout cas, face à une situation bien précise, dans le cadre d'espèces, et ça ne concerne pas que des magistrats. La question de l'UTS, la question de la retenue pour faire des grèves ne concerne pas que des magistrats. Donc on ne peut pas, voilà, tout le monde, c'est tout les... Moi-même, en tant que fonctionnaire, je suis dedans. Donc on ne peut pas dire que, voilà, c'est une façon détournée pour, voilà, embrigader ou, voilà, en tout cas, l'indépendance. Tout a été mis en toi. Le commissaire Traoré l'a reconnu, hein. Ils ont retrouvé, en toi, recouvré, j'allais dire, l'indépendance. Maintenant, c'est à eux de travailler à préserver. C'est un État aussi. C'est un État. Mais il y a quelques pots de banane aussi qui se jettent dans cette indépendance.
Non, je voulais dire justement que la question, elle est très profonde. Parce qu'il dit, est-ce que le Burkina Faso peut compter sur les magistrats? Ça veut dire que le téléspectateur est dans le doute en ce qui concerne le pouvoir de la justice d'assumer ses responsabilités. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, et là, pour une fois, je vais faire appel à tout ce que je peux connaître dans ce monde qui est la justice, c'est que, malheureusement, on a l'impression que toutes les critiques qu'on pouvait faire contre la justice jusqu'en 2015, date des réformes, on peut les faire encore aujourd'hui. Non pas que les magistrats sont sous la coupe réglée du pouvoir, mais que les magistrats ont quitté la domination du pouvoir pour rentrer dans la domination du corporatisme. Et ça produit exactement le même effet, c'est que ça empêche que le justiciable ait confiance en la justice. Et ça, c'est très important parce que le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il appelle donc dans le code de déontologie la responsabilité individuelle et collective des magistrats, les magistrats ont quitté ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vu une situation où les syndicats de magistrats n'ont pas craint de désigner des magistrats pour représenter les syndicats, l'unité d'action syndicale dans des négociations syndicales patronales. Et la conséquence a été quoi? C'est que saisi, le Bureau international du travail a émis un avis pour dire que ce n'est pas normal. Je pense qu'il appartient aux magistrats de se mettre à un niveau pour inspirer le respect et la confiance des justiciables dans la mesure où, du point de vue des textes, et M. Traoré est là, il peut me le dire, personnellement, je pense que dans aucun pays du monde, il y a des garanties d'indépendance aussi parfaites qu'au Burkina. Le Burkina est le premier pays au monde qui a les textes comme ça qui régissent les magistrats. Et qu'est-ce qu'on a? C'est le contraire de ce qu'on peut espérer. Avant de prendre M. François Ilboudo, je vous donne la parole, M. Traoré, pour réagir sur les propos. Oui, merci, c'est intéressant. Comme je l'ai dit, nous on est ouvert à la critique, mais on souhaite que ce soit une critique dépassionnée. Quand j'écoute Maître Kam, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de positif qu'il peut mettre à l'actif de la justice. Et moi, ça me gêne souvent. Moi, j'ai l'impression que pour lui, tout est à regarder en noir. Mais je vais lui poser une question. Quand lui, il gagne son procès, le procès qu'il a remporté à Koudougou, j'ai dit Koudougou, à Bobo, ce n'est pas le premier qu'il a remporté. Même devant le président du TA, du tribunal administratif de Ouaga, qui l'a critiqué de façon véhémente, il a remporté récemment un procès là-bas. Donc moi je veux qu'on critique, mais qu'on essaie d'être mesuré. L'aspect que je voulais relever aussi, c'est que quand on l'écoute, on a l'impression que le sens des responsabilités n'est pas assis. Mais je note que le Conseil supérieur de la magistrature, constitué des magistrats et d'un seul non-magistrat, avait mis en place une commission d'enquête par rapport à des allégations, des manquements à la déontologie. Dans le cadre de cette procédure, Maître Kam a été convoqué en tant que personne ayant mis en cause des magistrats. Est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu. Mais d'autres avocats sont venus pour aider le Conseil supérieur de la magistrature à faire son travail. Donc, moi, je suis d'accord pour le travail. Je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Je suis ouvert à la critique parce que j'ai dit aux gens, si on refuse la critique, demain on peut ne plus être magistrat et puis en souffrir aussi. On ne va pas faire du ping-pong. Monsieur François Ilboudo nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Et je suis d'abord, je vais encourager pour la première fois dans ma vie, je suis content parfaitement avec les magistrats. Ça veut dire que je les encourage dans tout mon encouragement et je leur dis que Nelson Mandela disait que c'est l'adversaire qui détermine la façon de lutter. Si l'adversaire lutte de façon louche, vous n'avez toutefois que emprunter les mêmes voies. Parce que si ça veut dire que si vous laissez l'initiative à l'adversaire, il utilisera tous les moyens pour vous avoir. Maintenant, ma question est de savoir
si après tout ce temps inutile qu'on est en train de faire au niveau du plateau, si les instances supérieures décident que les magistrats n'ont pas raison, quelle est la suite qu'ils vont peut-être établir, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire après pour faire simple à comprendre? Ma deuxième question s'adresse à M. Kam. Quel intérêt le gouvernement a à se mettre en conflit avec les magistrats, compte tenu que la magistrature et la justice fait partie des trois pouvoirs judiciaires? Ils ont quel intérêt si ce n'est pas peut-être cassé, divisé pour mieux régner? S'il a une réponse, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. On commence par vous, M. Kombari. Ok. Donc, c'est après tout cela, par exemple, à l'étape supérieure, on donnait raison à Maître Kam et à l'État. Quelle sera votre réaction? On ne peut que admettre et accepter la décision du juge. D'ailleurs, il y a eu une conférence de presse à laquelle un des SG l'a dit par rapport même à la contrariété qu'il existe entre les deux décisions. Pourquoi cette décision, les gens s'attendaient à ce qu'on dise non, c'est pas une bonne décision? Non, on n'a pas critiqué une décision de justice en dehors d'un cadre scientifique. Donc, personne, même les magistrats ne sont pas au-dessus d'une décision de justice. Personne n'est au-dessus d'une décision de justice. Lorsque la décision devient exécutoire, ça veut dire qu'on a épuisé toutes les voies de recours, que ce soit les magistrats, que ce soit l'État, tous nous sommes tenus de la respecter. Voilà. Donc les magistrats ne s'entendent pas soustraire à cette obligation. Maître Kam, pour votre question. Alors, je voudrais, avant de répondre à la question, dire à mon jeune frère Moriba d'éviter de personnaliser les débats. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai jamais voulu répondre, on me parlait de courtoisie à l'égard des anciens collègues. Je n'ai pas voulu répondre, nous ne sommes pas là pour ça, on peut mener le débat après. Donc voilà, il ne faut pas personnaliser, mettre Kam, mettre non. Moi, quand je parle, c'est sur des questions de principe. Et quand je parle de la justice, c'est la justice et les magistrats. Individuellement, je peux avoir des observations, des récriminations comme certains, c'est pas ça le problème. Mais quand j'entends un téléspectateur dire que c'est l'adversaire qui détermine la façon de lutter, sauf que ça s'applique à des magistrats. Peut-être que c'est ça ma faiblesse. Parce que moi, en tant qu'avocat et en tant que citoyen, je refuse, et là je ne peux pas faire autrement, parce qu'il y va de la solidité de la nation, je refuse totalement que le magistrat fasse comme tout le monde. Ça, mon subconscient ne peut pas accepter cela. Moi, le jeune frère qui prête serment comme magistrat aujourd'hui, si je le vois, je descends de ma voiture, je le salue. Monsieur le Président, il ne représente pas lui-même, il représente le pouvoir judiciaire. Il a un pouvoir sur sa seule main, sur la vie, sur la liberté, sur les biens des gens. Je ne peux pas accepter que l'on dise que ce monsieur-là, c'est l'adversaire qui détermine la lutte. J'ai dit, ce n'est pas parce que je défends le gouvernement et l'État du Burkina, mais j'ai dit, si le gouvernement burkinabé viole la loi, toute personne va devant le juge pour rétablir ça. Mais si le juge viole la loi, qu'est-ce qu'on fait? Mais le pays est mort. Non, je pense que nous avons tous le devoir de faire tout ce que nous pouvons pour que les juges soient au niveau où le peuple a voulu les mettre. Donc, quand on dit quel est l'intérêt pour le gouvernement de se mettre en conflit, ça ne relève pas de mon dossier. Il faut demander ça au gouvernement. Et par rapport à la critique de la décision, je me souviens que j'ai fait un écrit il y a quelques années, ça avait paru dans la presse, où je disais que la critique de la décision est une condition nécessaire de la légitimité de la décision. Parce qu'il ne faut pas confondre. On est obligé de respecter une décision, d'exécuter une décision. Mais on n'est pas obligé de respecter une décision dont le processus décisionnel est aux antipodes de la justice. Moi, sur le plan purement émotionnel, je ne suis pas content. Donc vous conseillez aujourd'hui à l'État, par exemple, là où on vous a entendu parler sur la décision de Ouagadougou, de ne pas l'appliquer? Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vais vous dire une chose. Cette décision
de Ouagadougou est insusceptible, à part le fait que c'est signé d'un juge, elle est insusceptible de se rattacher à un élément de droit. Ce n'est pas possible. La seule valeur importante de cette décision, c'est que c'est signé d'un juge. C'est tout. Alors, Madame Nana nous appelle de Tenkodogo. Ça serait la dernière personne qu'on va prendre ce soir. Bonsoir. Ok, bonsoir. Nous vous écoutons. Moi, j'ai 3 questions. D'accord, allez-y. La première question s'adresse aux représentants des syndicats. Ok. Je voulais savoir, y a-t-il une justice pour les magistrats différente de celle applicable au commun des Burkinabés? Parce que si j'en viens à poser cette question, c'est qu'à travers son intervention, il affirme que le fait qu'on ait fait des retenues sur les salaires, on a fait ce qu'on veut de leurs salaires. Là, bon, je suis un peu choquée. C'est comme si c'était des coupures arbitraires. Pourtant, c'est suite à un événement que ces coupures ont été faites. D'accord. Ma deuxième question, c'est par rapport à la liste. Il a affirmé que cette liste a été faite par le ministre de la Justice lui-même. Et là aussi, ce que je veux comprendre, est-ce que ce dernier est le supérieur hiérarchique des agents concernés par la coupure pour savoir qui était où ou qui a fait quoi? Ils ont leur supérieur hiérarchique direct. Et c'était à eux de faire le travail. Et si ce travail n'a pas été fait, que dit le représentant du syndicat pour ça? Ma troisième question, ça, bon, même sans trop connaître le droit, je sais que pour être juge ou magistrat, il faut prêter serment de dire le droit, rien que le droit, en toute impartialité. Mais est-ce que pour ce cas, on peut être en même temps juge et partie? Merci, Madame Nana. Je voulais plus clair là-dessus. D'accord. Succinctement. Monsieur Traoré, vous avez 2 questions. Oui. Et puis, l'autre partie a une question sur le ministre de la Justice. Est-ce qu'il est le supérieur hiérarchique direct? Donc, Oui. vous répondez. Merci, mais je voulais dire un mot quand même. Maître Kam dit que pour la décision du président du tribunal administratif de Ouaga, à part le fait que c'est la signature d'un juge qui a apposé, ce n'est pas une décision. Moi, je voudrais savoir s'il a eu la décision. La décision, matériellement, n'était pas encore disponible. Un technicien du droit ne critique la décision que par rapport à sa motivation. C'est dans la motivation que le juge explique pourquoi il a été amené à prendre telle décision plutôt que telle autre. Sauf si elle a été rendue disponible ce soir, sinon moi je ne l'avais pas encore eu. Le dispositif, je suis au courant. De sorte que pour un technicien, tant que tu n'as pas vu la motivation d'une décision, tu peux dire, bon, elle me semble bizarre, mais je vais attendre la motivation pour moi. C'est ça, la motivation seule qui permet de critiquer efficacement la décision d'un juge. Donc quand il tient des propos de cette gravité, sans avoir vu la motivation, moi je me demande de quoi c'est. Moi ça me gêne énormément. Tant que moi je n'ai pas vu la motivation d'une décision, les raisons qui ont conduit le juge à prendre cette décision, je me fais réserver, même quand j'ai perdu dans la critique, pour dire je vais attendre pour vous. Donc c'est un aspect que je voulais signaler. Maintenant, la téléspectatrice demande, est-ce qu'il y a une justice applicable aux magistrats différente de celle des autres en référence aux retenus? En fait, il faut que je précise ma position. Nous, comme je l'ai dit, pour le principe, on ne s'oppose pas. Mais je répète que la loi à laquelle elle fait référence n'admet pas, parce que vous avez fait un mouvement de grève, qu'on puisse tout faire sur votre salaire. Et c'est sur cette toute puissance de l'exécutif sur nos salaires, au motif qu'on a fait grève, que nous on conteste. Chacun doit rester dans la légalité, même si on a fait grève par rapport au retour.
Deuxième préoccupation, la liste établie. Les supérieurs hiérarchiques n'auraient pas établi, mais j'ai relevé dans mon propos que ça n'admet pas pour autant le ministre de la Justice à se substituer. Et du reste, comme je l'ai dit, en d'autres circonstances, le ministère de la Justice lui-même a appelé les chefs des juridictions pour leur dire est-ce qu'il faut nous envoyer les listes. Pourquoi ils ne l'ont pas fait cette fois-ci? Et pourquoi les fois passées, ils n'ont pas établi directement? En fait, on est dans un certain état d'esprit qui explique tout. Et il faut qu'on le comprenne. Alors, sur la même question, et puis la troisième question, peut-on être juge parti? C'est une question intéressante. Toutes les fois que vous avez un magistrat qui est impliqué dans une procédure, la suspicion est là. Il y a même un téléspectateur qui a posé la question autrement sur les réseaux sociaux. Il dit ils se sont représentés les uns les autres. Est-ce uniquement pour poser des actes ou pour assurer la défense? En fait, c'est parce que le temps ne le permettra pas. Sinon, je pouvais rentrer dans l'expérience personnelle. Lorsqu'un justiciable vient à vous, il y a déjà une certaine suspicion qui est là. Dans le cas des procédures, on vit ça constamment. Et cette suspicion est encore plus forte quand c'est contre un magistrat. Et encore plus élevée quand c'est des magistrats d'un certain nombre qui sont impliqués dans la procédure. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il est interdit dans tout État, il est interdit d'arriver à une situation où vous avez quelqu'un qui a un besoin de justice et qui ne sait pas à qui s'adresser. Dans notre système juridique, on n'a pas prévu un mécanisme qui dispense le juge de recourir à la justice classique s'il a un problème. Et à partir du moment où la loi n'empêche pas le juge de recourir à la justice classique, s'il a un problème, on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, je voudrais que les gens puissent avoir la juste lecture de la diversité des décisions qui ont été rendues. La diversité des décisions qui ont été rendues me semble être la preuve que les gens n'ont pas entendu s'enfermer dans un certain corporatisme. Vous avez Ouaga le tribunal administratif de Ouaga qui a fait droit, le président du tribunal administratif de Bogo qui a rejeté. Dans d'autres localités, vous allez voir qu'on a fait partiellement droit. Donc je veux que cela soit compris comme un indice révélateur de l'absence de corporatisme, au contraire de ce qu'on est en train de dire. Pour terminer, Maître Kam, oui, au risque de décevoir, moi personnellement, je ne vois pas de différence dans les décisions. Hein, parce que toutes les décisions, à part celle de Bobo, et je répète que ce n'est même pas le fait que la décision de Bobo donne raison à l'État, mais c'est le fait que la décision de Bobo ait respecté le principe du contradictoire. Dans tous les autres cas, 1, on n'a pas respecté le principe du contradictoire. 2, on a ordonné la cessation des mesures qui était la mesure principale. Le fait que certains aient donné des astreintes de 10 millions, 1 million ne change à rien. Mais je voulais dire, lorsque le secrétaire général parle d'état d'esprit, nous, ici, nous parlons de faits. Nous ne parlons pas d'état d'esprit des gens, parce que lui dit que c'est peut-être un état d'esprit au niveau du ministère qui fait ci, qui fait ça. Mais la dame, elle a posé une réflexion qui, moi, me gêne. Parce que je ne sais pas si elle est magistrat, si elle est juriste. Mais lorsqu'elle dit les chefs de juridiction refusent de transmettre la liste, probablement parce qu'eux-mêmes sont grévistes, qu'est-ce que l'administration fait? Deuxième élément, qui contredit formellement lorsque on veut nous faire croire que c'est parce que les juges n'auraient pas pu faire autrement, ainsi de suite. Les présidents des TA, des tribunaux administratifs, ont tous été coupés. Si ils veulent faire valoir leurs droits, ils font quoi? Ils font quoi? Oui, donc, quand même, on est obligé de vous en fait, de réagir. Oui. C'est un aspect qui est venu dans les débats. Mais je vais vous poser la question. Qui positionne les coupures? Je vous ai dit qu'il y en a qui étaient en mission, 5 des collègues qui étaient en mission et qui ont vu leur salaire coupé. Moi, si je suis ministre de la Justice, j'arrive, permettez, Maître Kam, je vous ai laissé terminer. Allez-y. Voilà. Si moi je suis ministre de la Justice, si je vais créer un problème relativement à la saisine des juridictions, je positionne les coupures chez tous les chefs des juridictions.
Donc le fait de positionner en lui-même ne peut pas créer le problème, puisque celui qui positionne est lui-même acteur du débat. En quoi le fait de positionner? Si moi je suis ministre de la Justice, je sais qu'en positionnant chez les chefs de juridiction, ça peut créer un problème relativement aux éventuels recours. J'ai vite trouvé la solution en positionnant ça. Oui. Alors, on va s'arrêter là, malheureusement, parce que le temps qui nous est imparti a été débordé d'ailleurs. Merci à vous, monsieur Lamoussa Yawo. Vous êtes agent judiciaire de l'État. Merci, monsieur Moriba Traoré. Vous représentiez ici la coalition des syndicats de magistrats. Avec nous, maître Guy Bekam, qui est l'avocat qui représente l'État dans ce dossier. Et avec nous, M. Désiré Kombari, juge administratif, qui est venu débattre avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis, à toute l'équipe technique, à toute l'équipe de préparation de cette émission se joint à moi pour vous dire merci. La rediffusion de cette émission est prévue ce vendredi à 14h20. Bonne suite de programme sur la RTB.